Alors, je remercie à mon tour la Société marocaine de chirurgie pour son invitation. Je vais vous parler de la prise en charge des méta-hépatiques synchrones et surtout du choix du traitement systémique. Et ce que je voulais vous dire, en fait, l'objectif du traitement systémique, du traitement médical, est surtout d'améliorer la survie globale des patients tout en maintenant la qualité de vie. Et si on associe la chirurgie, l'objectif aussi, c'est d'avoir des rémissions qui peuvent être de très longue durée, qui sont également le seul garant d'avoir des pauses thérapeutiques très importantes. Il y a eu des progrès thérapeutiques majeurs depuis les années 90, où le 5-FU était la seule molécule disponible. Avec un arsenal thérapeutique qui s'est élargi, la stratégie thérapeutique est devenue complexe, et c'est le rôle de la RCP et de la concertation pluridisciplinaire d'établir une bonne stratégie thérapeutique pour le patient. Ces nouvelles thérapies ont fait émerger également un nouveau spectre de toxicité que les oncologues doivent gérer pour permettre donc un continuum de la stratégie thérapeutique qui n'est pas limité l'utilisation de certains médicaments. Alors, les paramètres suivants vont rentrer en ligne de compte pour le choix du traitement. Bien sûr, il y a l'état général du patient, les comorbidités qui peuvent contre-indiquer certains traitements. Il y a les facteurs liés à la tumeur et la résicabilité est un facteur majeur. C'est la première question qu'on pose en réunion de concertation pluridisciplinaire en présence de chirurgiens et de radiologues experts en imagerie hépatique. La présentation clinique est également très importante. Une maladie agressive va nécessiter une chimiothérapie agressive pour contrôler la maladie. Une maladie moins agressive, et en particulier s'il n'y a pas d'objectif de résécabilité, on est plutôt dans une stratégie d'escalade thérapeutique pour au maximum maintenir la qualité de vie et prolonger la survie globale. Le profil de toxicité est également un critère de choix. Donc, il y a certaines toxicités symptomatiques, telles que l'acné, on verra avec une classe de thérapie ciblée, qui peut donc faire que certains patients vont être plus réticents vis-à-vis de certaines thérapeutiques. Et puis, il y a les facteurs moléculaires qui sont très importants, qui sont actuellement indissociables de la prise en charge. On parle du statut RAS, qui est un facteur de contre-indication quand il y a une mutation à une classe thérapeutique majeure qui est celle des anti-EGFR. Donc, ce sont des critères de choix majeurs. Et de plus en plus, on utilisera le BRAF. Le BRAF, c'est un facteur de mauvais pronostic dans le cancer colorectal métastatique. Et le statut MSI, qui a un intérêt dans la situation métastatique pour la mise en place, en particulier dans les perspectives thérapeutiques, de l'immunothérapie qui est actuellement en plein essor en oncologie. Donc, je ne vais pas revenir sur cette classification des métastases hépatiques des cancers colorectaux. 25% à peu près vont être d'emblée métastatiques, les cancers colorectaux. Les métastases hépatiques, ils le sont de façon isolée dans 25 à 30% des cas. Les patients qui sont résécables, je vais dire, ce sont ceux qui vont poser le moins de problèmes. La question qu'il faudra se poser, c'est celle de mettre ou non une chimiothérapie périopératoire avant et après la chirurgie. Et puis, il y a tout le reste des métastases hépatiques qu'actuellement on subdivise beaucoup moins. Avant, classiquement, on parlait de potentiellement résécables et de jamais résécables. On parle de plus en plus, lorsque les métastases sont exclusivement hépatiques, on parle de plus en plus de traitement de conversion. Il faut garder en tête que des métastases hépatiques exclusives ou prédominantes, il peut y avoir quelques autres métastases extra-hépatiques résécables, sont résécables jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, il faut choisir le meilleur moment pour les opérer, pas trop tard, pour ne pas avoir trop de toxicité sur le foie. Et globalement, donc, toutes les maladies hépatiques exclusives doivent être présentées en RCP de façon répétée pour juger de la résécabilité. Je vais revenir à une classification plutôt classique, une catégorisation classique. On va commencer par les jamais résécables. Généralement, il y a des métastases extra-hépatiques. On se dit bien qu'on ne pourra jamais opérer le patient. La stratégie thérapeutique est la suivante. En fait, il faut faire toutes les options thérapeutiques les unes après les autres. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et tout ceci pour obtenir une probabilité de survie médiane de l'ordre de 30 mois. Habituellement, on fait un traitement d'induction avec un doublet de chimiothérapie et une thérapie ciblée. Il arrive à un moment où on va faire une désescalade thérapeutique, c'est un allègement thérapeutique, ce qu'on appelle un traitement de maintenance, donc pour préserver la qualité de vie du patient, mais également pour réduire les toxicités des traitements. Et quand la maladie repart, on va passer à une deuxième ligne de traitement, et donc cette stratégie est très importante. On peut avoir quand même des longs survivants, même chez des patients qu'on n'a pas pu opérer. Donc voici l'historique de tous les protocoles thérapeutiques. Globalement, dans les années 90, on n'avait que le 5-FU.
on avait une survie médiane de l'ordre de 12 mois. Avec l'introduction des autres chimiothérapies, on a les protocoles classiques Folfox, Folfiri, on atteint une survie médiane de l'ordre de 14-15 mois. Et avec l'adjonction de toutes les thérapeutiques ciblées, on a 2 grandes thérapeutiques majeures. On verra les anti-angiogéniques qui agissent sur la vascularisation tumorale et les anti-EGFR qui agissent sur les cellules tumorales. On obtient des survies médianes de l'ordre de 30 à 30 mois et beaucoup plus si on opère les patients. Donc, première classe thérapeutique, celle des anti-angiogéniques qui vont agir sur la vascularisation tumorale, qui vont bloquer la fabrication des vaisseaux tumoraux et leur prolifération. En chef de file, nous avons le bevacizumab, l'Avastin. Je ne vais pas vous détailler toutes les études. Il a été testé en association à la chimiothérapie, que ce soit en première ligne ou en deuxième ligne de traitement, avec un bénéfice en survie globale. Et j'ai surligné en jaune l'intérêt des triplés de chimiothérapie, 5-FU, irinotecan, oxaliplatine, plus Avastin. Même chez des patients qu'on ne veut pas opérer, ces thérapeutiques peuvent avoir un intérêt pour améliorer la survie globale, notamment chez une catégorie de patients qui sont de très mauvais pronostics, ce sont les BRAF mutés et qui répondent à rien. La deuxième classe thérapeutique majeure est celle des anti-EGFR. Cette fois-ci, on ne cible plus la cellule vasculaire endothéliale, mais plutôt la cellule tumorale. On bloque l'EGFR, qui est un récepteur à la surface des cellules tumorales, et on bloque la prolifération tumorale. On dispose de 2 molécules et il est indispensable dans cette situation de tester ce facteur moléculaire qui est le RAS. Lorsqu'il est muté, il y a une contre-indication à ces médicaments qui ne marchent plus parce qu'en fait, quand il y a une mutation de RAS, ça ne sert plus à rien de bloquer en amont la voie de l'EGFR. Même cheminement que pour le bevacizumab, on a testé ces molécules en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne de traitement avec un bénéfice en survie globale. Alors, la question qui se pose quand on a des métahépatiques synchrones ou des métastases hépatiques de cancer colorectal de façon générale en première ligne, que faut-il faire des anti-EGFR ou du bevacizumab? 2 grandes études ont essayé de répondre à cette question. Et globalement, ce qui est démontré, c'est qu'il n'y a pas de différence. Le plus important est de les utiliser de façon séquentielle, de telle sorte à améliorer la survie globale des patients. Alors, je ne pouvais pas vous en parler. Le sujet d'actualité, c'est côlon droit versus côlon gauche. Ça rentre en ligne de compte de plus en plus pour le choix des thérapeutiques ciblées. Déjà, on avait cette impression qu'il y avait une différence entre le côlon droit et le côlon gauche, une différence clinique, épidémiologique, embryologique, mais il y aurait également une différence moléculaire. Et on pense que les côlons droits, ce sont ces côlons qui sont agressifs, qui sont BRAF mutés, qui sont MSI positifs, qui seront éligibles dans l'avenir à l'immunothérapie. Et le côlon gauche est plutôt de meilleurs pronostics. Et il semblerait que les anti-EGFR marchent mieux dans le côlon gauche et le bevacizumab plus dans le côlon droit. L'avenir dans ces maladies qui ne sont pas résécables, c'est aussi l'immunothérapie anti-checkpoint. Je ne rentrerai pas dans les détails des mécanismes d'action. L'objectif est de restaurer la réponse immunitaire antitumorale et ils ont un intérêt dans les cancers colorectaux MSI positifs. En fait, ce sont des cancers colorectaux qui se caractérisent par une instabilité microsatellite, donc avec beaucoup d'anomalies génétiques qui représentent à peu près 4% des cancers colorectaux métastatiques. Donc, la stratégie thérapeutique, quand le patient n'est pas résécable, va dépendre de tous les facteurs dont je vous ai parlé. Ça, c'est les guidelines européennes en 2016. Globalement, ça dépend de la catégorie moléculaire à laquelle appartient le patient. Quand il est RAS muté, on ne peut pas faire d'anti-EGFR, on va faire de l'Avastin. Quand il est RAS wild type, on a le choix de faire ce qu'on veut. Mais quand il est BRAF muté, ce sont des malades de très mauvais pronostic, on fera le triplet chimiothérapie plus bevacizumab. Là, on est dans une situation potentiellement résécable, bien que je vous ai dit ces 2 catégories sont intriquées. Le chirurgien nous dit en RCP que les métastases peuvent devenir résécables si on arrive à avoir une réduction volumétrique importante. Et pour ceci, donc, il faut donner un protocole qui donne un taux de réponse très important. Et ceci a été démontré dans cette méta-analyse. Le taux de réponse est corrélé au taux de résection. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est le timing de la chirurgie. Il ne faut pas opérer trop tard dans la stratégie thérapeutique. Opérer au moment où la réponse est maximale. On évalue très tôt, déjà à 2 mois et maximum à 4 mois. Donc, il faut un délai avec la chirurgie de l'ordre de 4 à 6 semaines, en particulier lorsqu'on utilise l'Avastin. Alors, voici cette étude très intéressante avec le triplet de chimiothérapie plus les thérapeutiques ciblées. C'est l'étude METAP2 qui a été présentée à l'ASCO cette année au Congrès américain. C'est pour la première fois qu'on a une étude dont l'objectif est le taux de résection hépatique. Et on voit que lorsqu'on utilise un triplet de chimio plus thérapie ciblée
versus doublé de chimio, on a une amélioration significative du taux de résection hépatique, mais également de la survie globale des patients. Là, c'est la situation la moins problématique. Le chirurgien nous dit en RCP que les métastases sont d'emblée résécables. On n'a pas beaucoup d'études qui permettent de conforter la stratégie thérapeutique dans cette situation. La seule étude menée à terme est l'essai de Norlinger que tout le monde connaît. La chirurgie était encadrée par du Folfox 3 mois avant, 3 mois après versus chirurgie. Et cette étude a atteint son objectif principal qui était de celui de la survie sans récidive à 3 ans. La survie globale n'était pas significative, mais ce n'était pas l'objectif principal de l'étude. Et si on en revient aux guidelines européennes, en fait, il faut tenir compte pour ces formes d'emblée résécables à la fois des critères techniques et des critères oncologiques. Et clairement, le caractère synchrone de métastase est un facteur de mauvais pronostic qui indique une chimiothérapie périopératoire. On est dans cette catégorie. Quand le patient est d'excellent pronostic, et en particulier quand il existe 1 ou 2, 3 petites métas qui risquent de disparaître sous chimio, on peut se permettre de faire de la chirurgie d'emblée. Mais sinon, dans la majorité des situations de métastases synchrones, on commencera par une chimiothérapie. Donc, voici globalement la stratégie thérapeutique pour les métasynchrones du cancer colorectal métastatique. D'emblée résécable, Folfox périopératoire, potentiellement résécable, un protocole avec un taux de réponse élevé, on s'oriente de plus en plus vers une biothérapie plus triplée de chimio. Les jamais résécables, donc il faut penser à la stratégie thérapeutique au long terme, utiliser toutes les séquences avec des périodes d'allègement thérapeutique et garder en tête que les métastases hépatiques exclusives doivent être toujours considérées comme résécables jusqu'à preuve du contraire et doivent faire l'objet de réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont répétées dans le temps. Et je vous remercie.